Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, merci beaucoup à Théophile dans l'été pour la première partie consacrée à l'actualité. Comme annoncé ce matin, nous avons deux professeurs et deux acteurs clés de la nouvelle dynamique. C'est un nouveau contrat citoyen entre le peuple togolais et ses acteurs. Depuis le début de ce mois de juin, les universitaires togolais ont pris position vis-à-vis de la gestion de la cité par ce document qu'ils ont officiellement lancé, et ils veulent faire cette marche avec les OS du Togo, même avec les partis politiques qui veulent bien. Ce matin, comme annoncé, nous avons deux membres de cette nouvelle dynamique, le professeur David Dossé-Ekoué, porte-parole du Front citoyen Togo debout, membre actif de cette nouvelle dynamique. Professeur David Dossé, bonjour. Gildas, bonjour. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir de vous retrouver. Un plaisir pour moi également. Okay. L'autre, vous l'avez écouté en début de cette introduction, c'est le professeur Aokou Kokou, et il est avec nous, professeur. Rebonjour. Bonjour Gildas. Oui, vous êtes enseignant, chercheur, monsieur Delomé, docteur en sciences de l'éducation, secrétaire général du syndicat des enseignants. Ancien secrétaire général. Ancien secrétaire général du CEST. Donc, mais au-delà de tout, vous suivez tout ce qui se passe sur le campus de monsieur Delomé. Entre-temps, on avait des mouvements sur le campus, le personnel administratif, vous les enseignants, chercheurs. Quoi s'agit-il réellement, professeur Aokou? Oui, disons que la situation au campus était toujours une situation décriée par les acteurs qui sont en charge de cette institution pour plusieurs raisons. Pour des raisons qui sont de type politique, en ce sens que l'éducation répond à une déclinaison de l'option politique que prend un pays. Mais aujourd'hui, on constate que entre les résultats obtenus et les résultats prévus, il y a un écart. Maintenant, dans la mise en œuvre de cette politique au niveau de l'université, là encore, il y a des problèmes énormes quant aux ressources à mobiliser, au personnel à mobiliser, etc., à l'évolution même de l'institution. Si vous prenez tous les pays, vous allez voir qu'il y a une massification énorme de l'offre, ou de la demande plutôt, en formation universitaire. Beaucoup de pays sont passés d'une université ou de deux universités à 8 à 10 universités. Aujourd'hui, c'est que nous sommes à l'étroit dans une ou deux universités publiques, mais un nombre incalculable d'universités privées. Pourquoi cette logique? Qu'est-ce qui fait que l'on laisse proliférer des espaces universitaires privés au détriment de l'espace public universitaire qui est privé des moyens que les citoyens déploient? Donc ça, le gouvernement avait annoncé même la création d'universités publiques à Gachan. Et là encore, dans les prévisions, je me rappelle bien que nous avions eu le conseil présidentiel à l'époque sur l'éducation. Dans les prévisions en 2014 ou 15 par là, on avait prévu 6 universités qu'on appelait des collèges universitaires. C'était 6 à l'époque. Et aujourd'hui, vous voyez que nous ne sommes pas du tout dans l'offre qu'il faut. Le recrutement des enseignants pose d'énormes problèmes. Il y a un départ massif à la retraite d'enseignants qualifiés et très peu de recrutement pour suppléer à ça. Les lieux de formation, les locaux, lorsque vous avez des amphithéâtres de 1500 places, j'avoue que vous faites de la vulgarisation, vous ne faites pas de l'enseignement. Il faut absolument que le lieu de la formation soit un lieu qui permet une interactivité entre les apprenants et l'autre. Autrement, l'effet n'est pas au rendez-vous. Et aujourd'hui, je vais vous dire que, en fait, réussir à l'université est une exception. Et échouer à l'université est une règle. Et donc, il faut que nous soyons sereins pour regarder de façon
et ça, des réflexions ont été faites dans ce sens à plusieurs reprises, et il s'agit tout simplement d'arrêter la machine et de poser la question de savoir mais qu'est-ce qui ne va pas, et de voir si on peut dégager de nouvelles pistes pour pouvoir faire. Au-delà, vous avez quand même des ministres, votre ministre de tutelle aussi intervient dans ce lieu de... Oui, le problème en milieu universitaire, c'est le rôle ou le positionnement d'un ministère par rapport à une institution universitaire. En fait, une institution universitaire n'est pas un truc gouvernemental, c'est pas une institution gouvernementale. Elle n'est pas du tout elle ne répond pas à un ordre hiérarchique. C'est-à-dire que dans l'histoire, pour créer les universités, on a pensé qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas aborder dans la société et auxquels il faut trouver des réponses. Et donc, on crée un cadre qui bénéficie d'une franchise. Ça veut dire quoi? Qui est entouré et qui est considéré comme un cocon où on traite des problèmes de la société. Quand je parle de problèmes de la société, ce n'est pas des problèmes politiques, c'est pas les problèmes, c'est tous les problèmes, y compris de santé, etc., etc. Donc ce cadre est protégé et on fait en sorte que ce cadre-là fonctionne de façon interne et de façon cohérente. Et donc quand vous rentrez à l'université, on procède par collégialité. C'est-à-dire on a des paliers où toutes les décisions sont prises de façon collégiale. Alors, quand vous introduisez dans ce mécanisme-là un fonctionnement hiérarchique, vous voyez qu'automatiquement, ça se désorganise. Pourquoi? Pour la simple raison que le schéma de départ, ce n'est pas que nous travaillons. Et c'est l'une des difficultés. Aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est le ministère qui pilote les universités. Il ne doit pas en être question. Voilà. Donc actuellement, le calme est de retour sur le campus après... Non, justement, il y a d'autres problèmes liés aux conditions de vie et de choses. Je précise que en fait, les augmentations de salaire que les enseignants ont soulevées étaient consécutives aux années 2011. Ils ont obtenu cette augmentation-là en 2011. Et c'est parce que l'État n'avait pas les moyens de satisfaire à cette augmentation que l'État a de façon perlée procédé à des augmentations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que, en vérité, ce que nous gagnons aujourd'hui, c'était prévu pour être gagné en 2011. Et donc, vous voyez déjà, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Et donc, ça pose d'énormes problèmes de compréhension même de ce que nous voulons, etc. Indépendamment de ça, les conditions de travail. Les conditions de travail ne sont pas du tout. De l'extérieur, on a comme l'impression qu'il y a une mutation. Oui, on a vu le visage du campus. Voilà. Donc, c'est très beau, avec des routes par-ici, par-là. Mais en fait, il s'agit d'un rafraîchissement. C'est un rafraîchissement, on n'appelle pas ça de l'innovation. Et donc, le problème que nous avons, c'est à l'intérieur. L'action même qui se passe à l'intérieur de ces structures-là, c'est ça qui pose problème. Et je dis aujourd'hui, un enfant qui vient à l'université, qui paye 27 000 francs, c'est pour venir faire un peu suivre de la sensibilisation. C'est un peu pour aller vers un peu. Oui, bien sûr, mais il faut créer les conditions. Il faut créer les conditions pour que le travail soit efficace. Il en est de même dans le cas de la santé. Donc, le problème n'est pas du tout de l'université, de l'éducation. C'est général, c'est un problème général du pays. Professeur David Pouy-Dossé aussi intervient sur le campus de Lomé au département de la santé, mais on ne va pas encore revenir sur ce qui se passe sur le campus, mais dans votre domaine, professeur David Dossé, la santé, actuellement avec l'assurance maladie universelle, globalement, comment vous accompagnez ce processus de l'État? Je crois que déjà, dès l'annonce de ce processus, comme vous l'avez appelé, beaucoup d'éléments qui constituent des éléments de contrainte ont été relevés. Je vais en citer un ou deux. Je pense que sur le principe, lorsqu'on veut mettre en place une assurance universelle pour soutenir les populations les plus vulnérables, je dis bien que sur le principe, c'est quelque chose qu'il faut saluer, puisqu'on joue sur la solidarité pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de se faire soigner une fois qu'ils arrivent dans une structure sanitaire, publique notamment. Mais dans la mise en œuvre, dès le départ, il y a eu ce que je vais appeler des à-coups qui ont donné le sentiment soit d'une mauvaise préparation, en tout cas d'une vraie difficulté dans la mise en œuvre. Par exemple, vous avez plusieurs
sociétés de la place à qui on a porté obligation de souscrire justement cette assurance maladie universelle, cette AMU. Et cela a été fait de façon à ce que les sociétés qui s'étaient déjà préparées comme toute bonne société qui se respecte depuis le mois de septembre, qui avaient déjà fait les projets de budget pour l'année 2024, qui s'étaient donc préparés, se retrouvent à quelques semaines de l'année 2024 obligés de revoir totalement leur copie. Et vous comprenez bien que c'était difficile pour ces sociétés, puisqu'il faut anticiper, il faut se préparer. C'est un coût supplémentaire, il faut le dire aussi, parce que cette AMU, telle qu'elle a été instituée, telle qu'elle a été calculée, elle est relativement élevée. Le coût est relativement élevé comparativement à certaines assurances privées de la place. Et donc, j'ai eu à discuter avec certains responsables de sociétés qui m'ont dit, mais c'est pratiquement du simple au double. Nous étions en mesure de soutenir nos employés en les aidant justement dans la souscription d'une assurance privée. Mais avec l'AMU, il y a une société qui payait à peu près 25 millions de francs CFA qui se retrouve à payer 40 millions de francs CFA à cause de l'AMU. Et là, le responsable m'a dit, je ne pourrai pas, on ne peut pas me demander à quelques semaines de 2024, à quelques semaines avant l'année 2024, d'engager une telle dépense qui n'était pas prévue au budget. Je ne sais pas où je vais trouver l'argent. Au-delà de ça, vous, prestataire de santé, au niveau du Saint-Foy, parce qu'on a écouté votre secrétaire général, le docteur Gilbert Solignanou, hausser le ton par rapport à quelques dysfonctionnements du mécanisme, le phénomène, le processus, et quelle est votre contribution? Parce qu'on dise, l'AMU est opérationnelle depuis le 1er janvier de cette année. Tout à fait. Comme je le disais, c'est un phénomène, c'est un processus qui s'appuie sur la solidarité, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on revoit un peu le processus, il s'agit de demander aux citoyens togolais qui ont des besoins en santé de suivre un parcours médical, qui commence d'abord dans sa localité, donc les dispensaires, les CMS, les structures de soins de proximité. Et lorsque ces structures estiment qu'elles sont face à une situation qui les dépasse, ces structures adressent les patients, par exemple, à un centre régional ou un centre hospitalier universitaire. Normalement, c'est comme ça que le parcours doit se faire. Mais nous estimons, au niveau du syndicat, que même si en théorie c'est une bonne chose, en pratique, il faut à chaque niveau veiller à ce que le paquet minimum soit garanti. Si j'arrive dans une structure, un dispensaire par exemple, ou un CMS, que je puisse trouver les ressources humaines qualifiées, suffisamment qualifiées et en nombre suffisant pour pouvoir me prendre en charge. Que je puisse disposer d'un minimum de confort, qu'il puisse y avoir un plateau technique de qualité pour me permettre d'avoir accès à certains examens. Alors si vous obligez les gens à souscrire à l'AMU et une fois sur le terrain, les gens se retrouvent à un certain nombre de difficultés, pas de médecins spécialisés, pas suffisamment d'effectifs. Quand vous arrivez, on vous dit voilà, il n'y a pas suffisamment d'effectifs, vous êtes obligé d'attendre ou de revenir. Ou lorsque le plateau technique ne répond pas réellement aux besoins, vous comprenez que c'est extrêmement difficile. Donc dans la théorie, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait saluer. Mais dans la mise en œuvre, il y a vraiment des difficultés. Voilà, il y a des choses à corriger. Je pense que ça va se corriger au fur et à mesure. Au débat de ce matin, professeur Aokou, on a vu qu'en début de ce mois de juin, avec les OS du Togo, vous avez mis sur pied un cadre pour réfléchir, proposer, agir sur la situation politique de notre pays. Pourquoi maintenant? C'est pas pourquoi maintenant, mais c'est qu'à chaque étape, il faut savoir composer avec les données. Tout à l'heure, vous parlez de l'assurance maladie universelle. Quand vous voyez que tout le pays fonctionne de la même manière, alors vous êtes inquiet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on prévoit un système pour remplacer un système existant, mais on ne prend pas le soin de tirer les leçons de l'ancien système pour voir en quoi ça marche et en quoi ça ne marche pas. Et c'est ça qui se reproduit à un niveau plus global de la société, au niveau de la gestion politique même de la cité. Alors nous sommes partis, nous, d'un contexte que nous croyons être, de notre point de vue, de par nos analyses et de par les résultats que nous avions produits en milieu universitaire, nous sommes partis du fait que, et la
faillite économique et sociopolitique du pays est avérée. Je prends pour élément de preuve concret l'argumentaire que l'on a présenté pour induire la fin du 4e régime, c'est-à-dire le changement de constitution. Quand vous prenez l'argumentaire, vous constatez qu'on déclare faillite. Mais en pareille situation, qu'est-ce qu'on fait? On fait acte de construction et on demande de ne plus refaire. Mais alors, ici, nous voyons qu'on ne fait pas acte de construction, mais on nous dit, ben, écoutez, nous avons échoué, mais bon, avant c'était une chaise que vous nous avez donnée, donnez-nous maintenant un lit. On dit, attention, la société a suffisamment de repères pour reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et donc, nous, universitaires, nous sommes un peu comme de la météo sociale, et je le répète, quand nous voyons venir le danger, on crie. Et c'est pourquoi je dirais que ce n'est pas maintenant. Puisque nous avons déjà écrit des lettres ouvertes, nous avons écrit des pétitions avant d'arriver à ce truc. Le deuxième élément que nous prenons dans le contexte, c'est que nous constatons que c'est un coup de force. Pourquoi? Parce que le citoyen nulle part n'a été associé ni à la réflexion, ni à la mise en œuvre, et on a comme l'impression que tout se passe dans un milieu, dans un cocon où les gens se reconnaissent entre eux par des signes que nous, la société, nous n'arrivons pas à lire. Tout à l'heure, j'ai vu des universitaires développer des positions qui m'inquiètent, parce que entre un exercice que vous demandez à un étudiant de faire en classe, sous forme de dissertation, et conduire un pays, il y a un écart très très important. Il faut faire attention pour ne pas confondre en disant que la feuille que j'ai rendue peut permettre de diriger au pays. Vous ne pouvez pas ériger un système parlementaire qui prive le citoyen de la désignation de son président de la République et en même temps ne pas avoir un système fiable qui permette au moins qu'il désigne celui qui va choisir le président de la République. Alors à partir de ce moment, il n'existe nulle part, et comme apporte la preuve contraire, qu'il y a un régime parlementaire sans démocratie. Or, le problème chez nous, c'est ce déficit de démocratie-là qui est le problème. Ce n'est pas les options politiques que nous prenons. C'est ce déficit-là, et c'est cette base-là que nous dénonçons. Nous disons que la société a les moyens de se donner les moyens d'avoir une démocratie avant de penser à la manière de gouverner, de la gouverner. Autre chose, comment on l'appelle, la mobilisation citoyenne. Si vous voyez les citoyens aujourd'hui, ils sont totalement démobilisés. Ils se disent, bon, ben, qu'à cela ne tienne, ils n'ont qu'à faire comme ils veulent. Nous, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est là le danger. Pourquoi? Au cœur de la cité se trouve le citoyen. C'est lui, l'alpha et l'oméga de la chose politique. Mais si on le passe par perte et profit, alors à partir de ce moment, il se constitue des groupes d'intérêt qui prennent en écharpe l'ensemble de l'espace sociétal et qui font ce qu'ils veulent de la chose. Et aujourd'hui, on est dans un paradigme inversé, c'est-à-dire que le citoyen se trouve dans une posture où il est élagué à la marge de la société et on considère que les hommes politiques décident à sa place. Alors, quand les groupes politiques décident à la place du citoyen, ça donne tout ce que nous voyons là, c'est-à-dire des abus. Les gens pensent que ce qu'ils ont dans la tête, ça peut se réaliser sur le terrain. C'est faux. Dans vos bureaux, ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas partir de vos bureaux et réaliser des choses sur le terrain. Il faut aller sur le terrain pour voir ce qui se passe. En matière de développement, on dit, mais toute décision. Ce n'est pas le peuple est ignoré, c'est qu'on ne sait même pas que le peuple existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute action dans le sphère de l'État se fait comme s'il n'y a que l'administration et l'administration et au profit de l'administration. C'est là où le danger se situe. C'est-à-dire que c'est de voir que ceux qui doivent être au cœur de l'action sont totalement écartés et on se met à leur place pour décider de leur avenir, de décider de ce qu'on fait parce qu'on a pensé, où on a été à l'école, on a un diplôme et puis on dit, bon, ben, qu'à cela ne tienne, si j'écris ça sur un papier, ça va marcher. Ça ne marchera jamais. Donc, c'est ce que vous ne voulez pas. C'est ce constat-là que nous faisons. Nous prenons un autre exemple qui est très proche, la question de la sécurité. On nous a dit, ne parlez pas de cette question-là. On est d'accord? Ok, on garde le silence. C'est aussi une stratégie. C'est une stratégie. Oui. Pour qu'à cela ne tienne, quel est le résultat? C'est que les djihadistes ne sont plus à Daparon. Alors, on fait quoi? Donc, ça veut dire que la société a des mécanismes pour produire
le résultat d'une intelligence collective pour faire face à des situations. Ici, on considère que cette intelligence n'est pas utile. On ne la prend même pas en compte et on essaye de créer une intelligence à sa place. Et je dis que c'est le vrai problème dans nos sociétés. Et si nous ne prenons pas garde, nous sommes appelés à disparaître. C'est ça le drame, puisque d'autres pays qui ont pris le soin d'associer leurs citoyens à la manœuvre de la conquête du monde vont prendre appui sur nos pays et en faire leur propriété privée. Et c'est ce qui est en train d'advenir. Et quand vous voyez un pays fragilisé au point de vue politique, où le citoyen n'est plus représentatif de quoi que ce soit, alors c'est très facile que quelqu'un qui vient de l'extérieur profite de cette faille-là pour pouvoir imposer sa donne. Et il y a une disposition dans la nouvelle constitution qu'on nous propose, qui est très intéressante. Peut-être qu'on va revenir sur les dispositions de la nouvelle constitution, mais le professeur David Dossé, vu le développement fait par le professeur Koko Awoku, par rapport à la situation actuelle du pays, ce n'est pas nouveau chez vous, parce que ça fait plus de 15 ans que vous êtes dans cette bataille avec le Front Citoyen Togo Debout, d'autres, les universités du Togo, pas de manifestation. Le 26 mai dernier, vous étiez à Berkondjidi par rapport à tout ce tableau sombre brossé par votre collègue. Mais au-delà de tout, pourquoi vous avez épousé quand même cette démarche? Apparemment, tout ce qu'il dit n'est pas nouveau chez vous. Alors, avez-vous échoué quelque part? Permettez-moi quand même de rendre hommage, sincèrement, au professeur Awoku, que je viens d'écouter encore une fois religieusement, parce que ça redonne espoir. Vous savez, pendant longtemps, à un moment donné, je me suis dit, les universitaires togolais, il n'y a plus d'espoir. Les intellectuels togolais, ils ont rangé les gants et il va falloir composer sans eux, essayer de construire la cité sans eux, et c'est bien dommage. Parce que dans tous les pays, vous savez, les intellectuels constituent la lumière. Lorsqu'il y a un sujet d'enjeu national, un sujet d'intérêt national, l'expert, l'intellectuel qui connaît ce sujet, qu'il maîtrise, doit pouvoir s'exprimer là-dessus et permettre aux populations, permettre au peuple de comprendre et d'agir ensuite en fonction des explications qui ont été données. Donc je remercie vraiment tous les collègues qui ont décidé, en dépit de tout, de se lever encore une fois et de faire face à cette situation que nous vivons. Le Togo est en échec. Si vous estimez que c'est un échec collectif, vous avez le droit de le dire, mais sachons en tout cas que notre pays est en échec à tous les niveaux. Le niveau politique, il transparaît à travers les élections que nous avons connues, où on nous dit que dans ce pays, le peuple a choisi sur 113 députés d'allouer 108 sièges de députés au parti au pouvoir, alors que au plan économique, la situation n'est pas du tout reluisante. Ça se sent même dans les foyers où aujourd'hui vous avez une majorité de pauvres, vous avez des populations qui ont du mal à s'alimenter. Ça se sent au niveau des services publics de base, comme la santé, comme l'éducation. Je ne sais pas si vous avez suivi le reportage de France 24 hier, qui a montré encore toutes les difficultés qu'il y a au niveau du système de santé, avec le service de la maternité, où les femmes, après 60 années d'indépendance, on puisse comprendre que dans l'hôpital national de référence, nos femmes, nos sœurs, nos filles fassent le travail d'accouchement par terre. Je pense que c'est un scandale. Donc face à ce scandale, si des gens décident de se lever et de s'exprimer, je pense qu'en tant que citoyens, nous avons le devoir de nous associer à ces gens. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé lorsque j'ai été invité par les collègues universitaires. Je me suis dit, si vous voulez vraiment vous aussi apporter votre lumière et faire en sorte qu'on puisse dire non, que ce scandale, ça suffit. On ne peut pas conduire le pays dans une telle direction et un jour, un beau jour, se lever et dire au peuple, sans l'avoir consulté, écoutez, là, nous sommes en situation d'échec, mais nous décidons de mettre en place un autre contrat qui nous permet de confisquer encore
indéfiniment le pouvoir et vous devez accepter, vous devez suivre ce que nous avons décidé pour vous, et c'est comme ça que ça marche. Lorsque j'écoutais monsieur Aoukou, pour moi, en fait, nous ne sommes pas des citoyens, hein, nous sommes des sujets. Il y a des gens qui sont des super dirigeants, qui ont dirigé le pays comme ils ont voulu pendant des décennies, qui l'ont conduit à l'échec et qui décident d'imposer une autre direction à leur sujet sans en discuter avec leur sujet. Et leurs sujets doivent se taire. Nous sommes des sujets, nous ne sommes pas considérés comme des citoyens. Donc, ok. Ce nouveau cadre citoyen, pour certains, c'est un appel pour dire que la lutte n'est pas achevée. Réfléchir, proposer, agir, c'est le leitmotiv, professeur Aoukou, avant de développer. Mais vous avez axé ce nouveau contrat citoyen sur 10 principaux objectifs. Tout à fait. Avant même d'arriver aux principaux objectifs, disons que nous proposons une nouvelle approche, une nouvelle pédagogie, et je dirais même une nouvelle ingénierie dans la remobilisation. En fait, c'est que nous voulons que le citoyen reprenne sa place. C'est un peu comme s'il est écarté, et puis on lui dit, bon ben écoute, tu ne comptes pas, mais quand même, il faut quand même que tu reprennes ta place. Et ça, reprendre sa place, ça veut dire quoi? Il y a des problèmes qui sont des problèmes citoyens, avant d'être des problèmes politiques, puisque le politicien est citoyen avant. Donc, il y a des problèmes citoyens. Et c'est sur cette base-là que nous déclinons les 10 points sur lesquels on doit s'entendre. Si on ne s'entend pas, nous sommes appelés à disparaître comme pays. Le premier point, c'est apaiser le climat social à l'intérieur du pays. Qu'aucun citoyen ne soit inquiété parce qu'il a dit quelque chose, ou parce qu'il a donné son opinion. Qu'un citoyen togolais ne soit pas contraint de partir à l'extérieur parce qu'il n'est pas d'accord avec un autre citoyen ou avec l'équipe dirigeante. Qu'un citoyen ne soit pas obligé d'être à l'extérieur et laissé à la merci sans être assisté par ses propres choses. Ça permettra de faire en sorte que nous puissions aller vers un élément de minimum. Si on comprend bien la libération des prisonniers politiques, des exilés. Parce que ce sont des situations que nous créons volontairement pour pouvoir écarter les citoyens. Et donc ça n'a aucun sens. Deuxième point, séparer les pouvoirs. Alors, à ce niveau, on parle d'institutions républicaines. On n'a jamais dit que ce sont des institutions présidentielles. Pourquoi républicaines? Parce qu'on estime que le pouvoir en lui-même est essentiellement corrosif ou corruptrice. Quand vous êtes au centre du pouvoir, il faut qu'on vous protège contre vous-même. C'est pourquoi dans les pays où on a pensé qu'il faut absolument avoir une cohésion sociale, on met des garde-fous. Non pas seulement aux citoyens, mais au chef de l'État lui-même, pour qu'il soit protégé par les citoyens. Et donc, dans la composition de ces institutions-là, il n'est pas dit que le chef de l'État doit nécessairement choisir la moitié, le tiers, les 2 tiers des personnes qui vont le protéger. C'est même pas sa sécurité personnelle, non. C'est l'encadrement citoyen dont il doit bénéficier pour se prémunir de toutes les dérives, dérives. Et donc, les institutions ne doivent pas être des systèmes qui sont déclinés des compétences du chef de l'État. Et donc, c'est à l'intérieur de la société qu'on trouve les ressources pour alimenter ces institutions-là. Des hommes crédibles qui sont capables de dire au chef de l'État, attention, monsieur le président, si vous allez dans ce sens, c'est là, notre perte est garantie. Et donc, ces institutions-là, il faut pouvoir les recomposer de manière à ce que ça ne soit pas les antichambres des chefs d'État, du chef de l'État, pour que lui-même il soit piégé par sa propre situation. Alors, un autre problème, c'est protéger les droits de l'homme. Aujourd'hui, les droits de l'homme et du citoyen. Quand vous voyez le Togolais se plaindre, vous dites, mais il y a un problème. Ça y est que personne ne peut le prendre en charge et lui montrer au moins ce dont il a comme droit et pouvoir trouver les moyens de lui faire justice. Alors, ça pose la question de la réforme de la justice qui a été entamée à une... Mais il faut pouvoir pousser plus loin pour que l'individu... L'armée républicaine. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos pays, on a fait de l'armée et des forces de sécurité un élément de sous-tension, non pas de la société, mais du pouvoir.
C'est-à-dire que l'armée est essentiellement orientée vers la pérennisation du pouvoir d'État. Alors qu'en fait, l'armée nous défend contre les agressions extérieures. Quand on convoque l'armée pour faire la sécurité intérieure, alors là, on est dans une autre dimension qui n'est même pas le rôle de l'armée. Et les forces de sécurité ne doivent pas être empêchées de faire leur travail. On ne doit pas créer des garnisons où pour des oui ou des non, on retient des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils disent qu'il n'y a pas un feu rouge ici et qu'on les mette en prison. Ça ne peut pas marcher. L'autre point, c'est la promotion de la bonne gouvernance. De la bonne gouvernance. La question de la corruption. La question de la corruption est au cœur même. Pour les détournements publics. Vous savez comment ça se passe? C'est que généralement, quand je suis à un poste de responsabilité dans l'administration publique, où j'ai un salaire dont on connaît le montant total pour toute ma carrière, je commence par réaliser des choses qui sont au-delà de mes potentialités. Alors, le citoyen considère cela comme une réussite, alors qu'en vérité, ce sont ses ressources, ses propres ressources qu'il cotise pour lui assurer la santé, l'éducation et autres, là, que d'autres personnes détournent pour faire leur bonheur. Et le citoyen croit que c'est eux-mêmes qui déboursent ce montant-là. Et c'est là où se trouve toute la dynamique de la chose. C'est-à-dire que quand on ne nous rendra pas compte de la manière dont on gère nos budgets que nous faisons chaque année, j'avoue qu'on sera dans cet état d'esprit-là. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de beaucoup de ministères et de directions? C'est que sur le budget, c'est prévu des lignes pour les dépenses, mais pour que vous ayez droit à ces lignes-là, il faut aller faire des courbettes pour pouvoir les recevoir. C'est-à-dire que tout est canalisé vers le trésor public, mais en fait, celui qui donne l'autorisation de dépense, ce n'est pas le trésorier public, ce n'est pas non plus le ministre des Finances. Le pouvoir est ailleurs, le pouvoir de décision est ailleurs. Et on vous dit, et moi j'ai des collègues qui ont été ministres, qui me disent, ben, écoutez, tant que vous n'avez pas pu actionner les couloirs de la présidence, vous ne pouvez pas avoir ces moyens-là. Je dis, mais il y a un problème. Moi, je vous donne de l'argent pour me faire un travail. Vous me dites que vous allez actionner un couloir pour pouvoir faire le truc. Ils n'ont pas la même idée sur leur propre budget. Et c'est en partie, c'est de là que viennent tous les autres problèmes. Parce que quand la personne se retrouve dans cette situation-là, il a envie aussi d'improviser. Et alors, ce qui était prévu pour acheter des cotons, on les détourne pour acheter du ciment, etc. Et quand le ciment commence par faire beaucoup, comme nous avons tous des constructions en chantier, le ciment prend d'autres voies. Et c'est comme ça que systématiquement, la corruption est généralisée. Là, il faut mettre fin. Nous ne disons pas qu'on peut mettre fin, mais on peut mettre en place des mécanismes pour qu'au moins ce que nous donnons aboutisse à ce que nous élections libres, transparentes et démocratiques, dites-vous, qu'on doit y arriver. Alors, là, je crois que c'est le plus important. Si nous ne convenons pas de la manière dont nous allons élire nos dirigeants, disons que nous ne sommes pas dans un pays. Alors, quand on dit élire ses dirigeants, ça veut dire quoi? Trouver un mécanisme sur lequel tout le monde s'entend. Pour que lorsqu'on veut parler des élections, il n'y ait pas de discussion. Vous voyez bien ce qui s'est passé la dernière fois au Sénégal. Quand les tensions ont baissé et qu'on a fait le choix d'aller aux élections, personne n'a contesté les listes. Personne n'a contesté le nombre de bureaux de vote. Personne n'a contesté le décompte des voix. On a même autorisé les citoyens pour qu'ils prennent le contrôle même des résultats. Tant que nous ne nous entendons pas là-dessus, nous allons aller vers des clivages. Nous allons être dans une situation où nous l'allons pas. Donc ce que nous voulons, c'est qu'aujourd'hui, les élections ne posent plus un problème au Togo. Que dès l'entame, on sache qui ira aux élections, comment est-ce que les élections vont se dérouler, et comment est-ce que les résultats, je devais toujours rire mes étudiants en leur disant, mais comment est-ce que, après avoir fait l'arithmétique au primaire, et maintenant que je suis un truc, comment on l'appelle, un homme qualifié d'un haut niveau, après avoir suivi tout le cursus universitaire, je n'arrive pas à appliquer
les règles de l'arithmétique, faire l'addition et la soustraction. Mais il y a un problème. C'est que l'intention dans la tête de cette personne n'a rien de citoyen. Et il faut que les élections nous réunissent plutôt que nous divisent. La santé, l'éducation. La santé, l'éducation. Vous savez, pour l'éducation, je voudrais, puisque c'est mon domaine, je voulais insister là-dessus. Aujourd'hui, si vous prenez notre système éducatif, c'est essentiellement tourné vers l'enseignement. C'est-à-dire les enfants, pour que nous préparons pour les générations futures. Alors, tout ce que nous y mettons, c'est pour des enfants qui vont, dans 13 ans, être utiles à la société. Mais aujourd'hui, ce dont nous avons besoin pour développer nos pays, c'est quoi? C'est le maçon, c'est le bricoleur. Mais est-ce que nous le formons? Nous ne le formons pas. Donc, dans les pays où on a pensé à la chose, parce que l'immédiateté, le développement se fait par ceux qui sont sur le terrain. C'est à eux qu'il faut penser en partie, pour être sûr que le développement va être porté par eux. Or, ils ne savent même pas faire les calculs de surface, de volume, etc., etc. Et ça nous piège dans nos développements. Et donc, je pense qu'il y a un espace qu'on peut accorder plus à l'enseignement technique et à l'alphabétisation. Parce qu'à 17 h, les classes sont fermées. Et on va chercher des apatams pour former des jeunes Togolais. Je dis non. Les salles de classe peuvent servir de lieu d'alphabétisation. Madame, monsieur, on marque la pause avec nos invités, professeur Kokou Aokou et professeur Ekoué David Dossé, de cette nouvelle dynamique des ESC, des universitaires du Togo qui veulent se prononcer sur le débat de la cité. La pause et on revient avec nos invités. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Pour ces 15 ans d'existence et de service, PADES Microfinance vous remercie pour votre fidélité et votre confiance. Ensemble, créons des communautés fortes par la diversité et l'accessibilité de nos services dans une relation économique et sociale durable. PADES Microfinance, créons des communautés fortes. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Nous connectons les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canalbox. Niao? Comment ça? Canalbox est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Au CMR, sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique Canalbox, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canalbox sont gratuites. Gratuite? Comment, main? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canalbox. Appelle vite Canalbox au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canalbox. Vivez l'internet illimité. Les moustiques tuent. Les cafards et les termites sont de vrais casse-têtes. Voulez-vous être en bonne santé et vivre sereinement chez vous? Vite, trouvez l'insecticide Fatala. Pour tous vos dérangements liés aux insectes, moustiques, cafards, mouches et termites, l'insecticide Fatala est votre solution. L'insecticide Fatala se trouve au grand marché de Lomé et dans toutes les surfaces de vente. Vous y trouverez l'insecticide Fatala en aérosol et en spirale. Insecticide Fatala, l'allié de votre épanouissement. Ici La Voix, la maison des secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h sur 24 sur le canal 99. Psst, on a un secret, pas si secret.
En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Sensuel, doux et bio. Le savon noir bio du Maroc est le produit idéal pour donner beauté et pureté à votre peau. Nourrit la peau en profondeur et lui donne un éclat merveilleux. Utilisé avec son lait corporel Beldi, votre peau est protégée contre les rides et les vergetures. Les taches disparaissent, votre peau se rajeunit et le teint est unifié. Le savon noir bio du Maroc est désormais disponible en sachet de 400 grammes et en pot de 500 grammes. Pour votre bonheur et totale satisfaction, nous avons ajouté de nouveaux produits, à savoir le savon visage propre à base de soufre pour éliminer les boutons au visage, l'excès de sébum et les démangeaisons cutanées. Les produits à base de Nila bleu, poudre de Nila bleu, savon noir à base de Nila bleu et son lait corporel et le gommage à base de Nila bleu. L'eau de rose naturelle pour le corps et le visage. Les huiles végétales cosmétiques pour la peau et les cheveux, les gants de crin et des gommages pour vous aider à vous débarrasser des taches rebelles sur la peau. Nos produits portent toujours la griffe ED sur les étiquettes et sont disponibles dans les pharmacies et boutiques partenaires. Pour tout achat en gros, contactez Émergence Divine au 90 13 67 49 ou au 97 94 08 65. Savon noir bio du Maroc, le choix qui vous transforme. Hé chérie, tu sais quoi? Ce soir, je te propose quelque chose de spécial. Oh, je suis curieuse. Qu'as-tu en tête? Djama, une bière de tradition allemande brassée avec passion au cœur du Togo. Djama, ça sonne intéressant. C'est bien plus que ça. Djama, c'est une expérience sensorielle. Chaque gorgée te transporte dans un voyage gustatif unique. Ça donne envie. Mais pourquoi Djama en particulier? Parce que avec Djama, c'est simple. C'est l'essence même du plaisir, de la passion, de la tradition. Toi, tu sais comment me convaincre. Alors ce soir, ce sera Djama. Djama ce soir et à chaque soir où nous voulons goûter à l'authenticité et à la joie de vivre. Alors, levons nos verres à Djama. À nous et à tous ces moments inoubliables qui nous attendent. Mes sœurs, le 31e numéro de Dagon Magazine est déjà dans les kiosques avec à la une Pauline Essivi Amouzou, sage-femme diplômée d'État, assistante des affaires médicales et des soins à la clinique Biassa. Elle affirme que la discipline est mère du succès. Ebere, Belelena do alo Belelena Noiri et Nanan Djene Djinami à travers une interview exclusive à Dagon Magazine. Ce nouveau numéro est un spécial clinique Biassa. La rubrique société fait un gros plan sur cette clinique de renom qui fête ses 40 ans. Dans la rubrique santé, tout sur la fécondation in vitro, une alternative à la stérilité du couple. La fondation Robert Fiadoué n'est pas en reste et nous ouvre ses portes. Toutes vos rubriques habituelles sont au rendez-vous. Revivez bien évidemment les 5 ans de Dagon Magazine, célébrés le samedi 30 mars dernier et toute l'actualité du 8 mars. Dans la rubrique Actu, Dagon Magazine est disponible dans tous les supermarchés Ranco, la Samaritaine, dans toutes les librairies de la place, à Claire Optique, à Cristal Optique, au prix de 1000 francs. Retrouvez plein d'autres points de vente sur nos réseaux sociaux. Dagon, le magazine qui fait des avis de vrais Dagon. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi sur Victoire FM. Nous sommes de retour avec nos invités, professeur Kokou Awoku et Koué David Dossé. On a eu quelques idées sur les objectifs de ce nouveau contrat citoyen décliné par le professeur Okou. Professeur David Dossé, c'est vrai que la nouvelle constitution encore suscite encore des réactions. On a vu au sein des OSC togolaises quelques partis politiques vous avez dénoncé. Mais aujourd'hui, cette constitution est en vigueur. La nouvelle constitution, la nouvelle Assemblée nationale a déjà son bureau et c'est parti. Le 26 mai, par rapport à cette constitution, vous étiez en manifestation à Bekondedi. On a vu la présence de détenants de l'opposition, Maître Pévon, de FDR, de Jean-Pierre Fabre de l'ANC. Mais le 30 juin prochain, on attend encore que vous projetez une nouvelle manifestation. Est-ce que c'est vrai et pourquoi faire encore? Oui, absolument. Vous savez, lorsque il y a eu le coup de force constitutionnel, les organisations de la société civile sont clairement exprimées et ont dénoncé ce coup de force.
Nous avons dit que c'était un renversement du régime constitutionnel de la 4e République et qu'il fallait, conformément aux dispositions de la Constitution de 1992, se lever en tant que citoyen et faire barrage à cette forfaiture. Nous avions dès le départ également annoncé que cela allait être une lutte certainement très longue, qui allait s'inscrire dans la durée. Ce n'était pas une lutte qui allait durer 2 semaines et puis on allait trouver une solution. Et donc, le dernier meeting, c'était le 26 mai, comme vous l'avez rappelé. Nous avons rencontré la population du Togo. Nous avons évoqué cette supercherie. Nous avons expliqué les véritables enjeux, c'est-à-dire vous avez un régime qui dirige le pays depuis des décennies, qui a conduit le pays à l'échec et qui cherche par des moyens détournés à continuer à se perpétuer. Un régime qui veut rester indéfiniment au pouvoir et qu'il ne fallait pas l'accepter. Et depuis le 26 mai, il ne s'est plus rien passé sur le terrain, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas travaillé. Donc il est important pour nous de nous retrouver avec le peuple togolais le 30 juin afin d'expliquer ce qui a été fait depuis le 26 mai. Et là, je pense que vous avez une facette justement des activités qui ont été mises en œuvre, notamment avec les universitaires, avec ce nouveau contrat citoyen qui pour nous est un élément particulièrement important. Et je voudrais encore une fois préciser ici, parce que pour certains, cela a peut-être été un peu ambigu par moment à travers nos discours. Le nouveau contrat citoyen, il est en totale rupture avec cette affaire de la 5e République. En totale rupture pour une raison très simple. Prenons simplement la question des valeurs. Vous avez tout à l'heure décliné avec le professeur Aoukou un certain nombre d'éléments parmi les 10 points stratégiques sur lesquels nous voulons amener le citoyen togolais à réfléchir. Et donc nous avons dit qu'il faut déconstruire cette nouvelle idée de la société togolaise qui a été mise en place par le régime. Il faut l'échelle des valeurs sociales, des valeurs sociétales a été renversée par ce régime. Il faut remettre l'échelle des valeurs sociétales dans le bon ordre. Alors vous avez donc cette forfaiture de la 5e République qui s'est faite sans consulter le peuple. Donc on considère que le peuple n'a aucune valeur, alors que le projet de nouveau contrat citoyen veut remettre le citoyen togolais du débat de la cité, au cœur même du débat, pas simplement au sein, mais au cœur du débat. Donc c'est déjà un élément fort de démarcation. Ensuite, lorsque vous avez quelques individus qui s'enferment dans une assemblée nationale et qui s'arrogent le droit de changer une constitution alors que constitutionnellement ils n'ont pas ce droit, c'est un forfait, c'est illégal, c'est illicite, c'est illégitime. Et donc c'est une valeur qui est en totale contradiction avec ce que nous prenons à travers ce nouveau contrat citoyen. Et donc rien que par ces quelques exemples, vous comprenez que ce projet vient vers la population togolaise avec ce message. Nous avons vécu encore quelque chose d'inacceptable, quelque chose qui fait honte à travers le monde entier. Et vous savez, je vais peut-être ouvrir une parenthèse. Très rapidement. Ceux qui nous dirigent, ils en sont très conscients. Discutez avec eux en aparté, ils vous diront cette affaire de nouvelle constitution là vraiment. Et surtout, nous avons eu des discussions avec nos partenaires acteurs de la société civile aux États-Unis. Qu'ils feront marche arrière? Certainement, j'arrive. Donc nous avons par exemple discuté avec Farida qui est aux États-Unis et qui nous a dit que lorsqu'elle a fait sa mission de plaidoyer à Washington, on lui a dit mais la semaine dernière, le gouvernement togolais a envoyé des gens en mission ici pour nous convaincre que le peuple togolais a accepté ce projet de nouvelle constitution. Donc ils sont très conscients de leur supercherie et ils essaient à travers des missions de plaidoyer dans certains pays du monde, les États-Unis, la France, d'expliquer justement que le peuple togolais a été consulté, que le peuple togolais a accepté ce nouveau contrat. Voilà, donc ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Alors ce que nous disons, c'est que nous devons continuer l'éveil des consciences, aller vers les populations, sensibiliser les populations, leur expliquer que nous ne sommes pas des sujets, nous sommes dans une république et nous sommes des citoyens à part entière. Ce qui a été fait, c'est une forfaiture. Nous venons avec un nouveau contrat citoyen qui remet les valeurs de la société en place. Et si nous nous levons, si nous nous mobilisons, nous sommes en mesure de ramener la constitution, l'ordre constitutionnel, pardon, nous sommes en mesure de ramener
un véritable ordre constitutionnel dans notre pays. Et ça, rien n'est encore joué. Avant de recevoir le coup de fil, professeur Awoku, vous venez de nous décliner les principaux objectifs de ce nouveau contrat citoyen. Mais pour certains, rien n'est nouveau sous le soleil. Ces numéros, bien ces actions, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que les moyens d'action. Alors là où la rupture se situe, c'est ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avoir un message citoyen qui soit unique. Ça veut dire que nous proposons que les Togolais puissent dire ce qu'ils veulent sur ces 10 points-là. Mais comment est-ce qu'ils vont le dire? C'est qu'ils doivent, nous avons proposé un travail de groupe pour que tous ceux qui disent la même chose, sans être ensemble, au moins s'entendent sur l'essentiel. Et donc, les contributions de la société civile qui ont en partie vidé tout ce problème-là ou qui prennent déjà en compte, maintenant vont voir qu'est-ce qu'ils ont de commun et de convergent. Nous leur proposons de faire ce travail-là. Et on propose, comment on l'appelle là, une plateforme où tout le monde apporte cette contribution, on les rencontre, on travaille avec eux pour qu'ils s'entendent sur l'essentiel. Deuxième chose, qu'est-ce que nous allons faire? En ce moment-là, lorsque tous ceux qui sont concernés par cet engagement ou ce contrat-là se disent, nous allons sur cette question-là procéder de telle manière, en ce moment, ils deviennent acteurs. Ils ne sont plus des gens pour qui on travaille ou pour qui on va. Ils ne vont pas s'attendre à... C'est à eux-mêmes de se mettre en mouvement pour obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est dans cette logique-là que nous sommes allés plus loin en disant que ce qu'il faut, c'est que même au niveau local, que des réflexions soient menées sur les problèmes locaux et que les gens s'engagent. Quand je prends le cas de Vaughan, avec les terres laissées par l'exploitation de choses, qu'est-ce que les gens de Vaughan pensent de l'utilisation de... Qu'ils aient leur propre plan et que quand le politique vient, qu'ils leur disent, notre priorité à nous, c'est ça, parce que c'est ça qui nous amène à migrer vers Lomé pour chercher les petits boulots. Ce n'est pas la même chose chez les gens de Tabligo, c'est pas la même chose chez les gens de Dapaon, c'est pas la même chose. Quand on a ces réflexions-là qui sont communes, à partir de ce moment, chacun est solidaire que cela arrive au Togo. Et en ce moment, quand il y a ce qu'on appelle le seuil critique, ça veut dire qu'à partir du moment où tout le monde est d'accord là-dessus, mais qui peut résister à la population? Maintenant, ils sont au bout du fil pour des questions. Nos invités, ils vont poser des questions, ces auditeurs, sur le 92 02 80 63 99 70 70 90, rapidement pour vos questions et suggestions à nos invités ce matin. Le tout premier qui se signale au bout du fil de l'autre côté, c'est Augustin. Allô. Bonjour Augustin. Oui, bonjour Gilda. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Je salue sur le plateau. Vous avez fait 100% s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'ai suivi de bout en bout le débat. Voilà, j'aimerais poser la question à nos deux invités. Qu'est-ce qui peut arriver à nous aider, à nous faire sortir de ce pétrin-là, puisque nous ne sommes pas sûrs que nous aussi nous sommes des Togolais, et que nos enfants que nous donnons envie aussi sont des Togolais. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas qui décident pour nous. Et ils ne veulent pas que nous aussi, on ait notre avis, quoi. Vous voyez maintenant, parce que là même je parle, là, peut-être qu'on peut m'arrêter. Donc, lorsque ma vie est en danger, vous voyez maintenant, s'il peut nous aider, ça serait bon. Parce que moi, je vois que le Togo a été pris en otage par le quoi là, l'armée. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Pélé, bonjour. Allô? Allô, monsieur Pélé, bonjour. Bonjour. Je salue nos deux invités. Oui. Monsieur Pélé, bonjour. Donc, je pense que mes appels sont écoutés, tous sont nos élites, tous sont nos intéressés, tous sont nos professeurs, ils sont déjà là. Personne ne va sauver personne. Nous tous, nous allons nous sauver. Tout le monde a cassé le vécu. Tout le monde, le peuple togolais de 5 quartiers a cassé le vécu. Parce que c'est le moment où... Allô, Pélé. Oui, allez-y, par rapport à ce qu'il vient de décliner, ce n'est pas l'occasion d'appeler...
Je ne peux qu'appeler le peuple togolais à se lever pour leur... Félix est en ligne. Bonjour Félix. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Joachim. C'est Gildas, s'il vous plaît. C'est Gildas, ok, excusez-moi. Bonjour monsieur Gildas. Bonjour. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour. Moi je dirais tout simplement que maintenant les professeurs ou bien nos têtes qui réfléchissent commencent par se faire voir. C'est déjà un bon pas. Je parle des universitaires, les professeurs d'université. Voilà. Ok. Par rapport à la constitution dans laquelle nous sommes actuellement, ou bien la constitution qui nous ont forcément donné, je demanderai à monsieur le professeur David Doucet de ne même pas calculer cette constitution, parce que moi je ne sais même pas que cette constitution existe. Mais qu'ils essayent aussi d'amener les meetings à l'intérieur, au fin fond, de synchroniser ces meetings-là, pour que le peuple, tout le peuple togolais soit au courant de ce qui ne va pas, et que si le moment opportun est venu, qu'il nous fasse appel et qu'on sorte en bon nombre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Félix. Est-ce qu'on peut prendre un troisième et dernier intervenant? Là, on me fait signe que c'est fini pour les réactions. Pour Augustin, chers invités, voilà, avez écouté les trois, mais c'est deux finalement. Augustin, aujourd'hui, c'est comme si on a une peur totale qui est sur le pays. Chacun a peur de se prononcer. Vous l'avez dit. Il a dit que même il a peur, il ne sait pas si ce matin ce qu'il a dit, on va l'arrêter. Mais on n'arrête pas comme ça aussi, professeur Aoukou. Oui, on n'arrête pas comme ça aussi, mais on a les preuves qu'on arrête comme ça aussi. Ce que nous voulons, c'est que cette peur-là, que nous puissions comprendre que elle est volontairement induite chez nous par le fait que nous ne prenions pas notre part à la déclinaison, ou du moins à la prise, disons, à notre engagement pour dire ce que nous voulons. Parce qu'on parle à notre nom, à partir de ce moment, on nous interdit de dire certaines choses. Mais quand nous-mêmes nous parlons, à partir de ce moment, il y a nous qui parlons, il y a ceux qui nous écoutent. Et vous savez, dans des situations comme le nôtre, les pouvoirs sont très sensibles à ce qu'on dit à propos d'eux. S'ils savent qu'au Togo, les Togolais ne sont pas d'accord et le disent et le réitèrent à chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord sur la nouvelle constitution, en ce moment-là, le rapport est en train de changer. Mais s'il n'y a personne pour le dire, s'il n'y a personne pour le porter et insister là-dessus régulièrement par l'information, la conscientisation, la mobilisation, si on n'arrive pas à ça, on ne fera pas la différence. Au début de ce, pourquoi seulement se cantonner dans les quartiers de Lomé, de ces environs pour les meetings? Est-ce qu'on arriverait à une synchronisation de l'ensemble du territoire comme Félix le souhaite? Bien sûr, c'est dans la trajectoire. Mais avant d'en arriver à ça, permettez-moi quand même de revenir un peu à ce premier intervenant. Et vous savez, c'est vraiment l'illustration du fait que c'est une dictature. Dans une dictature, on fait tout pour vous dépouiller de votre souveraineté, de votre capacité de produire, de votre génie créateur. Et c'est ce que le citoyen togolais a subi par ce régime qui veut absolument dépouiller le citoyen de cette capacité de réaction. Et c'est là où on introduit la peur dans la cité, là où on introduit la justice à deux vitesses, et c'est ce que ce citoyen vient d'exprimer. Prenez tout simplement ce qui est arrivé à ces deux jeunes qui se sont exprimés sur TikTok et qui se sont retrouvés en prison. Alors que dans le même temps, nous avons tous vu des citoyens bourrer les urnes et la justice a fait comme si elle n'avait rien vu. Nous savons tous, nous étions le 21 juin, la journée des martyrs à Togblekopé, aller saluer des familles de victimes. Est-ce que vous savez que depuis 2018, les corps de ces deux enfants assassinés à Togblekopé sont toujours à la morgue? Où est la justice? Dans ces cas, elle ferme les yeux. Mais quand il s'agit d'aller chercher des jeunes sur TikTok, vous avez un officier du script
qui gaillardement écrit son nom en disant que lui il s'est réveillé, il est allé sur TikTok pour chercher et qu'il a trouvé des jeunes et qu'il a mené son enquête, il les a arrêtés. Moi j'aurais honte à sa place de faire un tel travail et de prendre l'argent du contribuable togolais. Non, mais sur cet élément, parce que c'est très important, nous avons l'air de banaliser ces choses-là. Mais je dis que ce n'est pas seulement, je ne m'engage pas seulement pour défendre ces deux jeunes. Je m'engage pour défendre celui qui les a arrêtés, puisque le système est fait de manière à ce que celui qui les a arrêtés demain se retrouve lui en train de parler de ses droits, de la défense de ses droits. Et nous avions eu plusieurs directeurs de SCRIC, de services de ce genre, qui aujourd'hui se sont retrouvés dans les mêmes conditions. Donc nous nous battons pour tous les Togolais. 2 secondes, qu'est-ce qui est le prochain agenda de ce nouveau cadre de citoyen, le meeting du 30 juin? Le meeting n'est qu'un élément. Ce que nous disons, il faut que nous avions mis en place un contact. Si je peux le donner ici, vous pouvez peut-être le prendre. C'est un mail. Si vous voulez contribuer, nous allons vous envoyer le document, vous allez le lire et vous allez nous dire sur quoi vous pouvez contribuer à la réflexion. Et une fois que nous l'avions fait, nous essayons de nous retrouver en tant qu'acteurs pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a d'essentiel et demander à tous de se mobiliser pour que ça arrive, même dans nos milieux. Merci beaucoup, cher professeur. Passé dans cette émission, professeur Kokou, enseignant chercheur université de Lomé, il est docteur en sciences de l'éducation et secrétaire général du syndicat des enseignants du supérieur du Togo et l'un des membres initiateurs de ce nouveau contrat citoyen qui est lancé en début de ce mois de juin. Professeur David Dossé, vous le savez très bien, le premier porte-parole du Fonds citoyen Togo Debout, lui aussi membre de ce nouveau cadre citoyen. Merci à Ité Messan pour la mise en onde. Enjoy Allah était sur la page Facebook. Réalisation signature Claudia Ginon. Portez-vous bien. Bonne journée à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'excellence.